ça redonne, ça nous permet de mieux comprendre les liens et les ficelles, au fond, les fils qui reliaient tous ces événements. Alors, comme d'habitude, la discussion est ouverte. On peut élargir le débat comme vous voulez. Oui. Donc, avant de commencer la discussion, je voudrais reprendre un petit point qui pourrait ternir votre magistral exposé. C'est sur la comptage des manifestants. En fait, contrairement à ce qu'on croit, j'ai... Tu peux prendre un micro? Comment? Tu peux prendre un micro? Oui. Comme j'ai été un peu plus gauchiste que Revel dans sa jeunesse, j'ai fait beaucoup de manifestations et j'avais été intrigué, effectivement, et j'avais compté les manifestations. J'ai aperçu que c'était très facile. J'avais ensuite écrit régulièrement au journal que je lis, qui est Le Monde, et j'avais même certains courriers ont été publiés. Donc, si vous cherchez dans les archives du Monde, avec mon nom illégal, vous avez sans doute ces articles. Donc, j'ai compté, j'ai vu depuis des gens qui comptaient les manifestations. J'ai donc vu des articles aussi qui expliquaient que la police comptait réellement, et contrairement à ce qu'on croit, la police ne minimise pas les comptages de manifestants, parce que, pour la simple raison, et donc la police est revelienne, en ce sens que la police compte. Hein. Et il se trouve que récemment Mediapart, qui n'est pas du tout animé par des libéraux, a investigué dans ce domaine. Ils ont compté, puisque je vous le dis, c'est très facile de compter les manifestations, et ils se sont aperçus qu'ils avaient des chiffres inférieurs à la police. Et moi, j'ai aussi interrogé la police, mais j'ai jamais eu d'interlocuteur sérieux là-dessus. Mais eux, ils sont allés voir la police, et c'est vrai qu'ils se sont aperçus que la police, en fait, a tellement peur d'être accusée de minimiser qu'ils majorent un peu leurs chiffres. Voilà la vérité. Donc c'est ce que vous avez dit, c'est un mauvais exemple. Mais accordez-moi, c'est tout à fait annexe par rapport à notre propos. Tout à fait. Donc je relance le débat, mais il ne faut pas... Et ça n'affirme pas du tout ce que dit Revel, c'est qu'on peut y arriver si on veut. Absolument, au contraire, c'est un exemple qui montre à quel point Revel a raison de s'intéresser au fait, puisque justement, dans ce domaine-là, les gens qui comptent ont comme la police, par exemple, arrive à des faits intéressants. Merci. On va demander à Albin Saint-Cluc. Comment ça marche, hein? Faut appuyer, voilà. Bon, d'abord, c'est vraiment un orateur merveilleux, Alain. C'est toujours agréable de l'écouter. C'est comme une histoire qu'il nous raconte, c'est formidable. Moi, je suis libéral, Henri pourra en témoigner, et j'arrive pas forcément à convaincre mes amis de le devenir. Comme il a évoqué ce mot idéologie, un argument qu'on m'envoie à la figure tout le temps, c'est ton idéalisme, c'est du christianisme, c'est du catholicisme, c'est de l'idéologie. C'est-à-dire le libéralisme, c'est de l'idéologie. Alors, il y a eu une définition intéressante tout à l'heure qui est passée un peu vite, donc j'ai pas eu bien le temps de la comprendre. Mais finalement, en quoi, c'est ça ma question, en quoi peut-on répondre que le libéralisme n'est pas une idéologie? Alors, il y aurait catéchisme. Pardon Alain, c'est catéchisme le mot. Voilà, catéchisme, c'est ça que je cherchais. Ça revient presque au même. Alors, la première réponse revelienne, c'est évidemment le souci des faits. Alors, c'est difficile de convaincre quelqu'un, puisque justement, le cœur même, la définition même de l'idéologie, c'est de refuser de voir les faits qui vont contre notre conviction. Mais il y a tout de même des exemples qui, peu à peu, s'imposent, même à ceux qui ne veulent pas les voir. Quels sont actuellement les pays où le chômage a réellement reculé, où la croissance est revenue, à moins qu'elle n'ait jamais fichu le camp, etc. On s'aperçoit que ce sont les pays où des réformes parfois draconiennes ont eu lieu, par exemple la Suède ou le Canada, parfois plus anciennes, comme la Nouvelle-Zélande, sous un gouvernement travailliste, et ça, c'est quelque chose qui ne peut être nié par personne. Par exemple, pour tous ces pays-là, on dispose des chiffres de l'OCDE, ce qui recule tout de même le nombre de ceux qui vont le contester. Les socialistes seraient peut-être même bien en peine. Chez certains socialistes, il faut s'attendre à tout, naturellement, dans ce domaine, y compris au gouvernement du côté du sieur Montebourg. Mais les chiffres de l'OCDE qui sont validés en principe par tous les gouvernements disent ce qu'ils disent, et plus des
gouvernements ont accepté de faire des réformes libérales, de libéraliser l'économie, de laisser le libre marché fonctionner, et plus on s'aperçoit, si je puis dire, on joue toujours ce mot, que ça a marché, que ça donnait des résultats, et c'est tangible sur le plan du chômage, et un certain nombre de choses comme ça. Donc c'est en établissant la corrélation entre, d'une part, dans ce domaine, n'est-ce pas, entre, d'une part, des réformes ou des refus d'intervenir de manière discrétionnaire et arbitraire, d'une part, et d'autre part, ce qui s'en est suivi, et la santé économique ou sociale de ces pays-là, qu'on peut le constater. Sans aller très loin, même si c'est loin d'être un pays qui pourrait d'ailleurs chercher un pays intégralement libéral au monde, sauf peut-être à beaucoup d'égards, c'est pas la peine d'aller de l'autre côté de l'Atlantique, moi je donne toujours comme modèle la Suisse, n'est-ce pas, la Suisse, où vous savez, et lors d'un débat j'ai vu avec toute la gauche bien pensante à l'université de Lille, il n'y a pas longtemps, j'avais pris cet exemple, mais lorsque vous voyez ce qui se passe dans la région Alsace ou Franche-Comté ou Rhône-Alpes, où courent tous les frontaliers, eh bien, en Suisse, n'est-ce pas? En Suisse, où le salaire est parfois le double de celui qui est en France, où les impôts sont 2 fois ou 3 fois moins élevés, et où le Code du travail fait 60 pages au lieu de 3000. Et voilà les faits. Interroger les frontaliers, interroger les ouvriers et les employés du Haut-Rhin, du Bas-Rhin, de Savoie, du Jura, etc., et demander-leur où est-ce qu'ils préfèrent travailler, en France ou en Suisse. Même si en France, ils peuvent avoir un emploi. Mais ils courent tous en Suisse, naturellement. Donc voilà les faits. N'est-ce pas? On voit, c'est, comment dire, choisir avec ses pieds et franchir la frontière. Et vous savez que lorsque, à la suite du référendum d'il y a quelque temps, on s'est demandé si les travailleurs frontaliers français pourraient continuer à aller en Suisse, pour eux c'était le désespoir absolu. Ils gagnent 2 fois plus et ils ont 1000 fois moins d'ennui que s'ils travaillaient en France. Ben voilà un fait. Et personne n'a pu récuser le fait lorsque je me suis adressé à tous cet auditoire socialiste et extrême gauchiste. Faut bien choisir ces faits de telle sorte que ce soit pratiquement irrécusable et d'une certaine façon que ce soit déjà accepté par l'adversaire. Donc on pourrait dire qu'il peut y avoir une sorte, comment on va appeler ça, une sorte de science revélienne, choisir des faits que l'adversaire ou l'interlocuteur ne pourra pas récuser parce que d'une certaine façon, des gens qui lui sont proches reconnaissent que c'est ce qui est. Regardez par exemple ce qui s'est passé, puis j'en termine avant qu'on entende d'autres parmi vous, mais pourquoi croyez-vous que Hollande a dû se résoudre à accepter une très 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 timide et très imparfaite politique de l'offre? Parce que la demande, ça ne marche pas. Parce que Keynes, le keynésianisme, ça a échoué partout. En tout cas, ça a provoqué 1000 fois plus de dégâts que ça n'a semblé sur le moment réparer les choses. Et si un idéologue comme Hollande est obligé d'en convenir avec lui d'autres socialistes, eh bien en effet, voilà les faits. Ça ne marche pas. Donc il y a ce qui marche, ce qui ne marche pas. Bastien disait en son temps, il y a ce qui se voit, ce qui ne voit pas. Nous, on peut s'appuyer sur ce qui marche, ce qui ne marche pas. Bien. J'ai pris une question à ma droite, je vais prendre une question à ma gauche, et puis après on ira au fond. C'est à moi là. Revel a beaucoup parlé des États-Unis et ce qui, en loupant, enfin, à mon avis, quelque chose qui est important, qui est la dimension religieuse aux États-Unis. Mais c'est pas tout à fait enfin, ça rejoint la question que je voudrais vous poser. Vous avez parlé tout à l'heure de la tentation totalitaire et quand tu me dis vous, Robert? Oui, je te dis vous parce que j'ai cru qu'on était fâchés. Non. Quand on compare les deux constitutions, la constitution française actuelle et la constitution américaine, on s'aperçoit qu'il y a dans la constitution américaine tout un tas de dispositifs qui font que la tentation totalitaire en l'homme est contrecarrée, que c'est le but essentiel,
c'est, à mon avis, un des buts essentiels de la Constitution américaine. C'est-à-dire que ce qu'on appelle les checks and balances se bloquent. Le président, l'exécutif américain a le plus grand mal à être positif. C'est une conception, à mon avis, de la liberté négative, c'est-à-dire surtout pas d'aider les gens, surtout pas, et on va essayer de bloquer tout ce qui pourrait être positif. Est-ce que tu pourrais développer un peu plus Alors qu'en France, le fait que, par exemple, on puisse dissoudre l'Assemblée, et ce qui est un pouvoir monarchique, je ne sais pas quoi, mais c'est impensable aux États-Unis. Oui, alors, il y a un point sur lequel je suis tout à fait d'accord avec toi, parce que j'ai beaucoup aimé Revel, je ne suis pas aveugle non plus sur parfois quelques-uns de ses, je dirais pas ces mouvements, mais de ses erreurs d'appréciation, en particulier sur la religion. Quand on lit ni Marx ni Jésus, le ni Jésus semble tout à fait problématique à la lumière de ce qui s'est passé ensuite. Mais c'est rassurant. Ça montre que ce n'était pas un surhomme, ce n'était pas Dieu revenu sur terre, ce n'était pas en effet le sauveur suprême. Il lui est arrivé évidemment de se planter sur quelques autres points. D'ailleurs aussi. Alors sur le fond des choses, c'est un thème que Revel développe lui-même, d'ailleurs surtout dans son dernier ouvrage, L'obsession anti-américaine, il le montre en même temps. Alors si on cherche l'explication dernière de tout cela, il faut tout de même se souvenir que les auteurs de la Constitution américaine, lorsqu'on lit le Fédéraliste ou lorsqu'on lit, moi je l'avais publié aussi dans l'une de mes collections, les écrits de Jefferson, on s'aperçoit à quel point fondamentalement les Américains de cette époque étaient dotés d'un logiciel libéral et hérité de Locke, des premiers penseurs libéraux anglais. Au fond, les États-Unis, à l'origine, c'est pratiquement, si on et même les puritains, mais au vrai sens historique du terme, l'ont transplanté, c'était les héritiers de Locke. Et par conséquent, ils ont essayé, les héritiers de Locke, et puis d'un certain nombre d'autres penseurs britanniques, et évidemment, d'une part, la Constitution américaine est pleine de ressources pour éviter qu'il y ait, pour en principe éviter qu'il y ait de l'étatisme. Il ne faut pas oublier une chose, je crois me souvenir que Revel en a parlé, c'est que malgré tout, il existe la possibilité qu'il y ait des amendements à la Constitution, et il ne faudra pas non plus idéaliser ce qui se passe aux États-Unis, et se souvenir tout de même qu'à l'époque du New Deal, avec Roosevelt, des auteurs particuliers, par quelqu'un que je connais bien maintenant, Ayn Rand, mais quelques autres aussi, ont véritablement craint que le socialisme ne s'installe définitivement, le socialisme sur le plan fiscal, sur le plan d'interventionnisme, etc., avec le welfare state, avec les manipulations de Roosevelt pour tout de même se représenter, etc. Donc, la Constitution américaine, alors ça c'est un point extrêmement important. Moi je redoute comme Revel que même les meilleures dispositions constitutionnelles, dans certains contextes, soient impuissantes à s'opposer aux risques multiformes de l'idéologie. On arrive toujours, d'une manière ou d'une autre, quand on le veut, là aussi, si on le veut, on le peut, on arrive toujours à contourner les choses. C'est un petit peu ce qui s'est passé avec l'avènement d'Obama. Alors là, il y a une plus forte opposition, et même par la suite, dans d'autres domaines, regardez tout de même tout le complexe militaro-industriel qui est tout puissant aux États-Unis, les dispositions de la Constitution ne l'ont pas empêché de se constituer. Par conséquent, je serais peut-être un peu moins optimiste que Chasseras, sans doute. Je crains que ton optimisme soit trop formel. L'idéologie, encore une fois, puis sans doute d'autres aussi, d'autres manières de s'y prendre, peuvent arriver à contourner les meilleurs obstacles. Mais ça peut utilement freiner et limiter les dégâts. C'est ça qu'on peut dire, je crois. Bien, je vais me tourner vers Alain Mathieu. Quelle était l'opinion de Revel sur les faits qui contredisent manifestement sa théorie de la liaison entre le libéralisme économique et le libéralisme politique? On pense évidemment à la Chine, qui est un exemple particulièrement flagrant, mais il y en a beaucoup d'autres.
Les Émirats arabes unis, la Turquie, la Russie sont des exemples où il y a un certain libéralisme économique et peu de libéralisme politique. Et surtout, il y a eu pendant des décennies des pays qui étaient libéraux sur le plan économique et pas du tout sur le plan politique, comme la Corée, Taïwan ou Singapour. Quelle était son opinion sur ces faits qui contredisaient sa théorie? Pour la première série de pays, la Russie et la Chine, on se rappelle un débat que j'ai eu sur France Culture, qui était diffusé en direct depuis la fête de l'humanité, et qui m'opposait à Raphaël Enthoven, qui incarnait évidemment la gauche bien pensante, et qui m'a sorti ça comme contre-argument. Mais la Russie, la Chine, etc., exactement ce que je viens d'entendre. Ma réponse a été, et demeure, il n'y a pas véritablement de liberté économique en Russie et en Chine. Je vais m'expliquer. Pour la Russie, c'est flagrant. Si on n'est pas un mafieux inféodé au Kremlin, on n'a aucune chance de faire quoi que ce soit. Et si on ne paye pas ce qu'il faut à un certain nombre de circuits corrompus, ça ne peut pas aller. Il n'y a pas la propriété, le droit de propriété n'a aucune garantie juridique en Russie. Or, c'est la définition classique du libéralisme, la garantie juridique des droits de propriété. C'est pourquoi, en Russie, le Kremlin peut, du jour au lendemain, décider que tel contrat avec telle compagnie pétrolière, vous vous rappelez d'exemples célèbres récents, peut être rompu du jour au lendemain. Tous les dirigeants, sans exception, des grandes sociétés russes sont des amis de Poutine. Et si jamais le nouveau tsar lève le petit droit pour dire ça, pas question, pas de la liberté économique. Donc moi je ne crois absolument pas à la moindre liberté économique en Russie. Pas plus qu'en Chine. C'est une illusion d'optique. Croyez-vous que quoi que ce soit puisse se passer en Chine sans que le plénum du comité central ait donné son aval? Ne savez-vous pas que si jamais, d'ailleurs, nombre de sociétés occidentales, dès lors qu'il y a quelque chose qui ne plaît pas, par exemple si jamais leurs dirigeants auraient eu des faiblesses envers le Dalai Lama, eh bien comme par hasard, comme par mystère, brusquement, les contrats ne se concluent plus, voire sont annulés. Comment expliquer cette chose mystérieuse? Eh bien, c'est la divine intervention du comité central. Autrement dit, rien en Chine ne peut se passer sans que le comité central du Parti communiste, lequel a disparu de Russie, bon, c'est la mafia qui règne à la place, ne puisse dire son mot. Alors, tant que ça ne contrarie pas leurs intérêts, si ça les sert, ça va. Si jamais, mais vous n'avez jamais, bon sang, entendu dire que lorsqu'un pays fait des choses qui déplaisent, alors recevoir le Dalai Lama, ça, on peut y avoir tout de suite droit. Ou bien, par exemple, relayer les protestations des Ouïghours dans le Xinjiang, etc. Eh bien, si l'homme fait ça, tiens, brusquement, les sociétés de tel pays ne peuvent plus arriver à s'implanter, ou bizarrement, leurs personnels font des difficultés. C'est ça, la liberté économique. Bien, alors, je serais plus d'accord pour... on aurait pu ajouter Pinochet, également, pendant qu'on y est. Donc, si on prend la Malaisie, Pinochet, etc., donc ces pays où donc ils n'ont rien à voir avec un comité central quelconque, et où, en effet, il y a liberté économique et plus ou moins absence de liberté politique. Ce qu'on peut dire, c'était la thèse de Revel, je la partage en grande partie, c'est que à terme, ça ne peut pas marcher, ça ne peut pas durer. S'il y a véritablement liberté de choix pour des consommateurs, pour les gens qui prennent des initiatives dans le domaine de l'économie, qui utilisent par exemple actuellement tous les moyens modernes d'information, eh bien peu à peu, ça va en effet gangréner le régime. C'est ce qui s'est passé finalement avec le Chili de Pinochet, et on sait par exemple qu'en Malaisie ou à Singapour, eh bien ça ne tourne pas du tout aussi rond qu'on le croit, parce que, en effet, ce blocage sur les libertés politiques et culturelles finit
ou alors il faut peu à peu prendre des protections policières telles que, là encore, à terme, ça va compromettre la santé économique. Donc, dans un premier cas, je ne pense pas à cet effet que je viens de citer, que tout le monde connaît. J'attends que quelqu'un démontre ce que je viens de dire. Qu'une société qui fait quelque chose qui déplaît au pouvoir russe, aux Chinois, peut s'implanter librement et commercer librement. C'est faux, on le vérifie tous les jours. Quand vous prenez les pages au Monde du Figaro, quand vous prenez le Monde de l'économie, les suppléments tous les jours, vous voyez presque chaque semaine des exemples de ce que je viens de dire. N'est-ce pas donc voilà, c'est... Corée du Sud et Corée du Nord, c'est totalement différent. Hein. Totalement différent. Ah bah bien sûr. Mais prenez la Corée du Sud. Vous savez qu'il y a une forte agitation politique actuellement. Ça veut dire que la prospérité économique, eh bien, lorsque les gens ont libre accès à tout, y compris dans le domaine intellectuel, etc., eh bien, peu à peu, ça crée une dynamique qui fait qu'on ne va pas supporter davantage qu'il y ait la mainmise de l'État sur les libertés publiques et politiques. Donc, il dit, alors on peut essayer de le freiner, etc., mais là encore, les faits montrent que dans ces pays-là, ça marche de moins en moins. Donc, Gérard Dréan, et puis après, je passerai la main au centre. Oui, est-ce que tu pourrais nous éclairer, Alain, sur les sources intellectuelles de Revel? Je veux dire par là, dans quelle proportion l'évolution que tu nous as décrite est-elle le fruit de réflexions personnelles autonomes? Quels étaient ses auteurs de référence? Bon, on les devine, mais comment les a-t-il rencontrés? Comment a-t-elle rencontré intellectuellement, s'entend? Alors, question très intéressante. En tout cas, les auteurs qui l'ont influencé, je ne pourrais pas tellement d'ailleurs les citer avec précision, ce ne sont pas évidemment des penseurs libéraux. Les penseurs libéraux, comme Hayek, dont on parlait tout à fait au début, il ne les a connus, ou Bastiat, par exemple. J'étais toujours intéressé de voir un peu Revel se mettre à citer Bastiat. Je dirais qu'il l'a connu grâce à nous, qu'il les a connus grâce à nous. Il n'y a pas de mystère. Moi, j'ai fait connaître Turgot à Revel. Alors, il connaissait pas tout. Ben, si, il connaissait évidemment le nom de Turgot, mais il ne s'était pas rendu compte à quel point Turgot était essentiel. Je crois qu'on peut dire qu'il ne connaissait pas du tout Bastiat. Puis peu à peu. Alors, ta question est intéressante parce qu'en effet, ces gens-là, il les a rencontrés. Alors, il y a sa curiosité personnelle, il y a ses contacts avec les intellectuels libéraux que nous étions. Mais alors, qu'est-ce qu'il y a eu avant? Puisque ça ne s'est passé qu'à partir de 1980-85. Henri se souvient d'ailleurs sans doute bien de ce début, de cette fin des années 70, ça ne nous rajeunit pas, évidemment, et du début des années 80, où on s'est mis, en partie à cause de tes ouvrages, et puis aussi d'un propos que Giscard d'Estaing avait tenu. Il disait, mais moi je suis favorable je le cite, au libéralisme avancé. Vous savez que le libéralisme avancé, ça s'est traduit parce que tout le monde a appelé à l'époque le socialisme rampant. C'était ça la version giscardienne du libéralisme, il ne comprenait rigoureusement rien. Mais en tout cas, le mot libéralisme était lancé dans l'air. Et évidemment, Revel a commencé à s'imprégner de tout ça. Mais, à mon sens, je l'ai dit tout à l'heure, c'est ce qui a précédé qui est intéressant, c'était le sens de ta question. Revel était un philosophe, hein, donc c'est un cachet de philosophie, il a suivi une formation philosophique tout à fait classique à la Sorbonne, qui lui a succédé 20 ans plus tard. Et je pense que c'est en lisant les classiques, mais en les lisant vraiment, qu'il s'est imprégné de ce souci de la vérité. Alors, quels ont été ses maîtres? Je serais bien embêté pour le dire, mais je me souviens que lorsque j'étais lycéen, l'ouvrage qui m'a converti à la philosophie, il faut que je devienne philosophe par la suite, c'est le premier livre de Jean-François Revel, n'est-ce pas? Pourquoi des philosophes? Et quand vous lisez Pourquoi des philosophes, il prend dans son collimateur, et les descend vraiment en flammes, toutes les gloires de l'époque.
ça allait par exemple, Teilhard de Chardin, qui était révéré par tout le catholicisme social, en l'air, ça s'effondre complètement. Il y avait également tous les penseurs marxistes de l'époque. Je suis en train de chercher aussi quelqu'un d'autre de très connu à l'époque. Et donc, cette capacité de Revel à détruire des idoles, à chercher la supercherie, à s'en prendre à la dévotion. C'est l'acte de la dévotion. Donc c'est un esprit aussi peu religieux que possible. Et je suis toujours perplexe en voyant que l'un de ses fils est devenu moine. Revel n'a pas eu de chance parce que l'un de ses fils est devenu moine et l'autre est actuellement le secrétaire général adjoint de l'Élysée. Bon. Ou alors c'est à cause de la puissante personnalité. Ça a déclenché des réactions édipiennes, des rejets du père auxquels on ne se serait pas attendu. Et c'est peut-être là. Mais ce sont des personnalités évidentes, évidemment. Mais, et quand on lit ses mémoires, Le voleur dans la maison vide, eh bien on s'aperçoit à quel point Revel, dès le départ, est un esprit intellectuellement rebelle, qui refuse de se faire avoir. Il se reproche une seule chose, à cause de sa première épouse. Alors donc c'était peut-être pas une démarche tout à fait intellectuelle, c'est d'avoir donné dans la dévotion à une sorte de gourou usurpateur qui s'appelait Gurdjieff, à l'époque, donc un illuminé total, et donc qui faisait tourner les tables, etc. Et Revel a un petit peu donné là-dedans, puis il se repent amèrement. C'est la seule faiblesse qu'il a eue sur le plan purement intellectuel. Mais je crois qu'en tant que penseur classique, est plutôt attiré, c'est ce que je veux dire tout à l'heure à propos du rationalisme, plutôt attiré par les penseurs empiriques que rationalistes, dirait-on, d'une façon plus étroite. Et l'un de mes rarissimes différends avec Revel, on s'amusait toujours avec ça, c'est à propos de Descartes. Moi j'admire Descartes, Revel ne pouvait pas l'encadrer, si je puis dire. Donc ça le pousse plutôt du côté des penseurs empiristes, encore une fois, qui vont ne peut-être pas... Vous savez que nul plus qu'un Britannique n'est hostile aux grandes constructions idéologiques qui expliquent tout. L'anglais est plus modeste, terre à terre, donc depuis Hume, mais même des gens qui l'ont précédé, ils font attention aux faits et ne vont pas beaucoup plus loin, mais au moins ça marche. Donc je pense que c'est cela qui a alimenté... Et puis il faut se rappeler du titre de son deuxième ouvrage, également purement philosophique, La Cabale des dévots. C'est cette idée de dévotion, de prosternation devant une idole, fut-elle philosophique, qui l'a préservé, en effet, de tout ce dont nous parlions. Oui, si tu permets une petite réflexion, à travers tout ce que tu dis, le portrait que tu donnes de Jean-François Revel, ce qui me frappe, c'est l'ouverture d'esprit, la curiosité d'esprit, le fait que il ne se contente pas d'une explication donnée une fois pour toutes. Et moi, je l'ai connu quand je l'ai connu, c'était 1978, donc c'est tout à fait au début de son évolution. Et en fait, qu'est-ce qu'il a, à l'époque, dans ce que je présentais, qu'est-ce qui le marquait, qu'est-ce qui l'intéressait? Je vous rappelle qu'une des thèses du bouquin, c'était de montrer comment tous les nouveaux travaux économiques empiriques remettait en cause justement les clichés traditionnels. Et moi j'ai eu le sentiment que c'était ça qui l'intéressait, c'était justement d'avoir un tableau très vaste qui donnait des détails, ce que tu appelles des faits. Moi j'ai une conception des faits un peu plus, pas exactement la même que la tienne, mais enfin bon, mais c'est parce que, et effectivement, dans les années 60-70, il y avait une évolution de la théorie économique qui reprenait les choses d'une manière différente. Alors moi, ce qui m'a beaucoup surpris à l'époque, c'est justement que ça l'a intéressé, que ça l'a marqué, que ça l'a intéressé. Je vais me tourner vers... Un petit mot là-dessus, mais sur un autre domaine, cette curiosité de Revel était telle qu'il avait, plusieurs champs d'intérêt dans sa vie. C'était quelqu'un qui s'intéressait profondément à la littérature, par exemple, je vois son livre sur Proust, ou à la gastronomie. Vous savez que Revel était l'un des plus fins gastronomes français. Et une toute petite anecdote pour voir à quel point c'était peut-être de l'empirisme, parce qu'un cuisinier a tous les droits, sauf de faire de la mauvaise cuisine, parce que ceux qui la mangent s'en aperçoivent immédiatement. Au moins, là, on ne peut pas tricher et raconter n'importe quoi. Et dans une brasserie fort connue de Paris, qui s'appelle chez Benoît, dans le centre,
nous avions un ami commun, Michel Petit, qui était le patron de cette célèbre brasserie, et un jour Revel, qui faisait partie d'une société secrète, alors pas du tout politique, une société secrète gastronomique qui s'appelle le Club des 100. Et c'était les gens qui se proclamaient, qui étaient sans doute en grande partie les 100 meilleurs gastronomes en France, et qui s'offraient mutuellement de somptueux banquets. Et un jour, donc vous allez retrouver l'année, moi ça m'a échappé, il déboule chez Benoît, il dit « Nous voulons organiser un banquet comme on les faisait à l'époque de Rabelais. » Rabelaisien, on est Rabelaisien, on ne l'est pas. Et alors, il prépare tout ça, et Revel, que je rencontrais parfois dans ce restaurant, alors Revel, mais s'est invité dans la cuisine même, et s'est mis à préparer les plats lui-même, des livres de l'époque à la main, ne voulant laisser le soin à personne d'autre de préparer tel ou tel plat. Donc oui, cette curiosité, toujours essayer de trouver des recettes nouvelles, quitte à ressusciter les anciennes, c'était aussi une marque de fabrique de Revel. Voilà pour l'anecdote. Monsieur. Alors, moi, je vais faire deux commentaires, et puis j'aurais vraiment une question. Le premier, c'est sur les économies, les pays dans lesquels la liberté politique, soi-disant, n'existe pas. Enfin, non pas soi-disant, d'ailleurs, n'existe pas, comme on dit. On parlait des économies à l'échelle internationale, où on refuse des sociétés. Le commentaire que j'avais à faire là-dessus, c'est la vie des individus et des petits gens qui, eux, font du commerce, et pour qui la liberté de commercer, elle, pour le coup, existe, et évolue plutôt dans le bon sens. Donc la question est plutôt, et je pense que c'est cette population-là, ou cette liberté-là à laquelle on faisait référence tout à l'heure, et non pas les grands ordres économiques, où effectivement il y a des enjeux géostratégiques qui viennent influer sur la vie des grandes sociétés. Ça, c'est le premier commentaire. Le deuxième commentaire, c'est au regard de la liberté politique qui va être dans ce genre de pays gangrénée, entre guillemets, par la liberté économique. Alors moi, je suis tout à fait d'accord. Mais toutes les personnes à qui je peux parler qui ne sont pas des libéraux vont me regarder en disant c'est un vœu pieux, c'est une imprécation, et c'est une idéologie. Donc comment se poser cette question? D'autant que on peut constater que dans nos sociétés qui sont historiquement des démocraties libérales, je trouve, et je pense que je ne suis pas le seul ici, qu'on régresse en termes de liberté individuelle. Donc comment expliquer ces deux mécanismes où d'un côté on a une imprécation vers plus de liberté qui sera le résultat d'une liberté économique qui va gangréner le reste, et à l'inverse, dans nos sociétés qui sont des sociétés démocratiques, libérales a priori, et qui sont en train de régresser vers plus d'État, moins de liberté, plus d'oppression. Sur le premier point, on va prendre l'exemple russe. Il se trouve que je connais bien l'exemple russe. Dans la Chine. Ma compagne elle était russe, elle est toujours d'ailleurs, elle était russe pendant de longues années. Donc je suis allé très souvent en Russie, et elle vivait en Russie en profonde, à tel point que c'était en Sibérie, sur les bords du lac Baïkal, à Irkoutsk. Elle était patronne d'une agence de tourisme, donc dans le business. Et ce qu'ils observaient, c'était que, et donc j'ai beaucoup pensé, alors j'ai beaucoup parlé avec les Russes de cette génération, c'est-à-dire des gens, bon, elle était beaucoup plus que moi, donc des trentenaires. Et ce qu'ils constataient, c'est que, dès qu'une entreprise commence à marcher, il faut se méfier. Il faut se méfier parce que ça attire de façon irrésistible les mafias de tous ordres. Donc, quand ce n'est pas l'État qui menace, est-ce que c'est mieux si c'est les mafias, parce que les méthodes sont également expéditives. Si on est à un degré un peu plus élevé de réussite, alors là j'ai un exemple précis ou deux à vous citer dans le domaine du voyage, ça attire l'attention et la concupiscence de tout ce qui gravite, alors pas forcément autour du Kremlin, vous savez qu'il y a une apparence fédérale en Russie, donc il y a des gouvernorats, etc. Donc tout ce qui tourne autour de ces gens-là. Alors l'exemple qu'on m'avait cité à l'époque, c'était ceux qui vont de temps en temps ou souvent en Russie, comme j'ai fait pendant une période, savent qu'il y a deux aéroports à Moscou, il y en a un qui est public et l'autre qui est privé.
Alors, il n'y a pas de mystère, c'est le privé qui marche le mieux, parce que quand vous êtes à Moscou, surtout dans les lignes domestiques, vous avez l'impression que ce sont des échappés de l'ère stalinienne qui s'adressent à vous en aboyant, en vous regardant de travers, etc. Comme en plus rien n'est indiqué en anglais, qu'il y a uniquement du cyrillique, dès que vous avez quitté l'aéroport international, je vais vous dire bonjour l'aventure. Bien, bon, je ne vais pas vous conter mes expériences dans ce domaine, mais ce qui s'est passé, c'est que cet aéroport privé dès que, si l'on peut dire qu'il a décollé sur le plan économique, ça a attiré l'attention de l'État. Est-ce qu'on ne va pas le racheter? Est-ce qu'on ne va pas faire ceci, etc. Vous savez que la ligne aérienne principale, alors avec moi pour la Russie, vous tombez mal parce que je la connais bien de l'intérieur, par personne interposée, mes multiples voyages et séjours. Il ne faut pas me raconter sur la liberté économique en Russie. Hein. Donc il y a la ligne aérienne principale russe, c'est l'Aéroflotte. Mais il y a aussi, c'est vrai, une apparition de lignes privées. Mais dès qu'une ligne privée commence à bien marcher, comme par hasard, vous avez aussitôt des problèmes qui se posent. C'est-à-dire que, indirectement, on exerce une pression pour qu'elle puisse passer en d'autres mains. Et si ça ne vous suffit pas, mais alors je ne vais pas penser qu'on parlerait de ça ce soir, moi je suis un grand amateur de polar, et je crois que c'est aux éditions Actes Sud, il y a un polar, alors le titre me revient, s'appelle La chasse aux rennes. Et la chasse aux rennes, en Russie, c'est la manière dont on désigne la manière de se méfier de tous ces apparatchiks ou anciens apparatchiks qui se sont convertis dans le business ou la mafia, etc. Et le moins de petit entrepreneur risque fort d'être exposé à ça. Autrement dit, si on a privatisé la menace d'une certaine façon, avec les mafias, etc., et vous savez que là-bas, et là je pense que j'apprends rien à personne, un chef d'entreprise est généralement accompagné de rudes gardes du corps, dont les vêtements sont gonflés, parce qu'il y a quelque chose d'un côté, quelques grenades explosives de l'autre, et ça se règle souvent de cette manière-là. C'est la Corse grandeur. Donc. Non, mais pardon, c'était Singapour qui ressemble aussi à ça. Mais oui. Je dirais que c'était un détail, c'est plus un commentaire. Je suis plus intéressé par la vision sur les deux autres points, qui est la perméabilité de la liberté économique et de la liberté politique. Oui, mais c'est parce que. Oui, alors, on a sans doute tort, parce que c'est la manière courante de s'exprimer, de dire, au fond, il n'y a que deux sortes de libertés, ou économiques ou politiques. Il y a des libertés individuelles qui ne ressortent ni de l'un ni de l'autre, des libertés culturelles, etc. Et il se peut très bien que des menaces qui s'exercent sur les libertés en général n'aient ni une origine économique, ni une origine directement politique. Alors, il faudrait que vous soyez plus précis dans ce que vous dites à propos de la régression de la liberté individuelle de s'exprimer, d'aller pisser où je veux, voilà, en dehors de oui, la liberté alors, économique sur ces pays-là. Oui, mais alors, si vous prenez les difficultés. L'expression ou des choses comme ça, on n'a pas le droit de parler, même à Singapour, il y a des choses qu'on n'a pas le droit de dire aujourd'hui. Oui. On ne peut pas s'embrasser dans la rue alors qu'on peut. Ah, bah en France, allez donc dire français de souche. Non, mais voilà, ça c'est le troisième point qui est justement le retour en arrière chez nous. Oui, mais alors là, ça. Alors, un nom dans le champ. C'est le vœu pieux de dire qu'il va y avoir cette perméabilité. Moi j'y crois, oui, j'espère, mais on est relativement d'accord, c'est parce qu'il y a simplification sur l'identification des libertés. Il n'y a pas que deux, c'est plus complexe, c'est plus vaste que ça. Il y a d'autres, mais c'est ce que Revel avait bien vu quand j'ai dit qu'il avait entamé une croisade contre le politiquement correct. Ça veut dire qu'il y a d'autres sources de régression, de limitation possible des libertés, bien entendu. C'est quelque chose dont il s'est avisé assez tôt. Donc en effet, mais c'est notre faute. C'est la faute de cette manière dont on a commencé depuis longtemps à réduire le débat entre économique et politique. C'est plus vaste et plus complexe que ça. Et tout peut se passer dans ce domaine. Oui, alors j'avais une question depuis tout à l'heure et quelque chose que je trouve intéressant. J'ai l'impression quand même qu'on est quelque part les Platons de la caverne qui essaient de sortir l'ignorant, enfin de retourner l'ignorant pour qu'il voit la lumière. C'est quand même assez intéressant, parce que vous disiez justement, puisque ce monsieur était plutôt de gauche à une époque, et est passé du côté libéral.
Donc c'est intéressant, et monsieur Lepage parlait justement de la relativité des faits. Vous disiez que vous n'aviez pas la même notion des faits. Je trouve, quelque part, est-ce que nous-mêmes, justement, nous ne sommes pas des idéologues à 100%, puisque aujourd'hui, peut-être, et je le pense de mon point de vue, le libéralisme est la solution à la crise française. Néanmoins, est-ce que nous ne sommes pas des idéologues dans le sens où la plupart des personnes ici sont plutôt libertariennes, et depuis pratiquement 4 ans que je fais les conférences de l'Institut Turgot, je n'ai jamais entendu parler de la culture française de la protection. On a été pendant des siècles sous un joug avec des grands guillemets, monarchique, et les Français ont cette culture de la protection que les Américains n'ont pas. Aujourd'hui, si on devait mettre en place le libéralisme en France, je pense qu'il y aurait un gros problème au niveau social. Je pense que les Français, particulièrement, ont un besoin de protection puisqu'ils ont été culturellement habitués à ça. Je voudrais savoir, est-ce que vous êtes certain que nous ne sommes pas finalement des idéologues ? Simplement vous dire que sur le problème de la culture, si on s'y est frotté à ce débat-là, mais ça remonte beaucoup plus loin. Vous dites ça fait 4 ans que vous veniez, mais ça remonte à l'époque d'Euro 92 avec Madeleine, on avait fait des débats sur cette question-là, parce que depuis les années 90, ça existe. Hein. Oui, sur le premier point, on est relativement d'accord. J'ai moi-même suggéré, peut-être en allant un peu plus loin que Revel lui-même, mais Revel l'a tout de même écrit, c'est qu'il Revel se refusait à considérer le libéralisme comme une idéologie. Il renvoyait à l'expérience, qui voulait dire qu'il devait être prêt, en fonction des essais et des erreurs, et nul ne peut imaginer que les libéraux, le libéral ne commettent jamais d'erreur, donc d'évoluer, de se corriger, etc. C'est ce que j'ai moi-même dit tout à l'heure, en disant, mais c'est ce que dit Revel à propos de l'idéologie, ça doit être appliqué par les libéraux eux-mêmes. Et moi, je suis le premier à dire que souvent, alors je ne veux pas en dire plus, parce que je ne veux pas me faire lyncher ici, mais que je peux prendre des libéraux en flagrant délit, c'est exact, de comportements idéologiques en récusant la réalité d'un fait, ou en n'admettant pas que, par exemple, telle ou telle manière de s'y prendre, ou telle solution n'a pas marché, etc. Parce que, si vous voulez, pour aller un petit peu plus loin dans ce que vous dites, ce que je peux reprocher, en demeurant vague, volontairement, à un certain nombre de mes amis libéraux, c'est que quand ça ne marche pas quelque part, c'est toujours plus ou moins uniquement de la faute de l'État, qui a tendance à devenir, c'est ça la marque de l'idéologie, se faire un grand Satan et diaboliser de la même façon qu'à gauche, le grand Satan, c'est le marché. Donc voilà un travers dont certainement les libéraux ont à se méfier. Ou alors ça veut dire qu'on se prend pour des surhumains et qu'on a découvert la martingale magique et c'est presque du marxisme à l'envers. Depuis toujours, on attendait l'avènement de ceux qui seraient porteurs de la vérité avec un grand V. Donc ça, c'est quelque chose dont tout à chacun, y compris les libéraux, bien entendu, doit se garder, parce qu'on peut volontiers les prendre en flagrant délit, d'y manquer. C'est exact. Mais Revel le soulignait lui-même. Alors ce que peut-être on peut remarquer, c'est que, ça me frappe en vous écoutant et en réfléchissant à ça, s'il a dit sur le plan théorique, le libéralisme ne doit pas être une idéologie, il doit toujours se fier à l'expérience, c'est vrai que jamais il n'a avancé des faits ou des expériences qui auraient contredit ce qu'on peut appeler le credo libéral. C'est peut-être aussi parce que ce n'était pas véritablement le combat principal et que tous les autres, pratiquement, sauf lui ou nous, s'évertuaient à dire ou à prétendre que ça ne marchait pas. Donc il faudrait bien que quelqu'un dise, si, tout de même, la preuve, ça va. Donc il faut aussi tenir compte du contexte. Donc dans l'absolu, vous avez raison. Maintenant, en contextualisant les choses, on comprend que ça a pu se passer de cette manière. Alors je me souviens plus de l'autre partie de ce que vous disiez.
Ou peut-être j'ai répondu à tout. Est-ce que je peux C'est rebondir? l'aspect social aussi qui m'intéresse. Ah oui, voilà. Oui, je me rappelais qu'il y avait quelque chose. Alors, sur le plan de la protection, c'est vrai, Henri a raison, on en a parlé, mais deux, Revel a peu à peu passé son temps à dénoncer le protectionnisme sur tout le plan. Quand je disais tout à l'heure qu'il a combattu cette faribole, ça c'est un terme qui lui est cher et que j'ai gardé de lui, cette faribole qu'est l'exception culturelle, mais qu'est-ce que c'est que l'exception culturelle? Sinon de la protection, du protectionnisme culturel. Le protectionnisme économique, lui qui était un farouche partisan du libre-échange, il l'a combattu aussi de toutes ses forces. Là, on peut peut-être vous rejoindre, alors ça nous éloignerait peut-être du sujet principal de ce soir, c'est est-ce que c'est en utilisant crûment les mots qui conviennent qu'on arrivera peu à peu à convertir les Français à des solutions libérales. Il n'y a pas longtemps, je me suis posé cette question en lisant l'enquête qu'avait publiée le quotidien L'Opinion, le quotidien libéral L'Opinion. Ou alors un jour, il y a 2 semaines après, on a vu un gros titre dans L'Opinion, les Français sont devenus libéraux. Mais alors, ils avaient fait un sondage, et la question posée c'était, de l'égalité, de la fraternité, de la liberté, qu'est-ce que vous préférez? Alors 49% préféraient la liberté. Alors, est-ce qu'à partir du moment où, dans les mots uniquement, on dit qu'on préfère la liberté, on est prêt à passer aux solutions libérales? C'est loin d'être évident. Regardez actuellement comment... moi, j'avais une expérience curieuse. Il y a plutôt au moment des municipales, je suis allé assister à la réunion du candidat UMP dans une municipalité socialiste. Je me dis, quelles subventions aux associations vous allez supprimer? Ah ben dis donc, j'aurais craché sur le crucifix dans une union catholique, ça n'aurait pas fait plus effet. Supprimer des subventions aux sacro-saintes associations, mais même pas un Français de droite ou d'extrême droite n'y songe. Si l'extrême droite est au pouvoir dans une municipalité, ce sont les destinataires des subventions qui vont changer. Mais quant à la réduction, combien dans le personnel municipal, combien ils vont en larguer. Donc c'est vrai que dès qu'on arrive au problème très concret, les Français, pour le moment, reculent encore majoritairement devant les solutions libérales, c'est vrai. Et ça pose un problème de stratégie. Bien. Une question là. Oui, mais vraiment la dernière, hein, parce qu'on est arrivé au bout. Quelqu'un qui est caché, que je ne vois pas, alors. Oui, alors c'est pour revenir justement peut-être à cet aspect, qu'est-ce qui fait la spécificité française justement dans la contamination des socialistes par les communistes, qui a poussé Revel à devenir plutôt libéral, c'est ce que vous avez dit. Qu'est-ce qui, selon vous, explique qu'il y ait eu cette, entre guillemets, contamination en France, qui n'a pas eu lieu forcément dans d'autres pays où les travaillistes néo-zélandais, par exemple, ont mis en place des mesures libérales? On peut penser aussi à l'Allemagne, on peut penser aux Suédois, on peut penser à tout un tas de pays comme ça, où la gauche, finalement, a su mettre en place tout un tas de réformes qui ont été saluées par les libéraux, puisque la gauche française a été incapable de faire, peut-être du fait de cette contamination. Qu'est-ce qui fait que cette contamination a été possible en France et beaucoup moins ailleurs? Alors, deux réponses. Un, c'est parce que le contexte politique a fait qu'en France, les socialistes se sont crus obligés, à partir de 1974, où il y avait déjà un programme, un candidat commun au deuxième tour entre socialistes et communistes, c'était déjà Mitterrand, de faire une alliance avec le Parti communiste à un moment donné où le Parti communiste avait 20% des voix et où les socialistes qui venaient simplement d'apparaître en tant que Parti socialiste, avant il y avait les SFIO, donc pour arriver au pouvoir, ils étaient prêts à tout pour ça, donc il fallait passer un accord avec les communistes et laisser de côté un certain nombre de choses auxquelles ils tenaient. Donc ça, c'est tactique. Il y a une réponse plus en profondeur. C'est que, peut-être à cause des circonstances de la Deuxième Guerre mondiale et du poids qu'ont acquis dans la résistance les communistes, c'est ce que je voulais dire. Il y a eu, à partir de 1944-1945, j'y ai fait allusion tout à l'heure, une formidable imprégnation des milieux intellectuels par le marxisme.
y compris chez les socialistes. D'ailleurs, il n'est pas rare d'entendre dire encore actuellement que les socialistes, dans leur majorité, ont toujours un logiciel marxiste. Donc le fait qu'il y ait eu une imprégnation marxiste de pratiquement toute l'intelligentsia, comme on dit, en France, et que deuxièmement, pour des raisons circonstancielles, il y a eu cette alliance, que PCF, PS, entre 75 et 80, eh bien, ça a orienté les choses. J'y ajouterai pas, parce que en fait, ça vient aussi. Peu à peu, je me rends compte à quel point on vit encore sous la pression infernale de ce qui s'est passé pendant la Deuxième Guerre mondiale. Puisqu'au sortir de la Deuxième Guerre mondiale, il y a quelque chose d'absolument horrible qui a été pondu, c'est le programme du Comité national de la résistance, dont sont sorties toutes les horreurs sociales étatistes en France. Mais deuxièmement aussi, à cause des circonstances de ce qui s'est passé en France, prenez, alors je reviens à l'exemple préféré de Revel, à soupçonne là-dessus, la dimension exacerbée qu'a pris la pseudo-chasse au racisme en France. Ça vient de la déportation des Juifs en France, etc. C'est sans doute en France qu'il y a eu le plus, effectivement, de déportation des Juifs, avec la complicité, évidemment, parfois même à l'initiative du pouvoir pétainiste et de la police française. Donc ça nous a déportés durablement, et c'est ce qu'ont su exploiter les socialistes sous la pression des communistes. N'oubliez pas qu'une des officines les plus puissantes dans la chasse aux soi-disant racistes en France, c'est le MRAP. Et le MRAP a été une pure création communiste. C'était le mouvement de la paix avant, donc les comités France-URSS, etc. Ça s'est transformé ensuite. Donc il y a tout ça qui est très français et qui pèse. Alors pour bien comprendre, il faudrait comparer avec d'autres pays. Alors la comparaison qui vient à l'esprit, ça pourrait être l'Italie, que je connais pas mal aussi. Mais d'une part, en Italie, les Juifs ont été plus protégés qu'en France, et par conséquent, il n'y a pas tout ce délire pseudo-antiraciste. Hein, et deuxièmement, les Italiens, à la contraire des Français, alors on voit à l'histoire, n'ont pas l'État dans la tête dès qu'ils naissent. C'est ça le problème des Français. Un Français naît avec l'État dans la tête, tout doit venir de l'État, il y a des solutions qui transitent par l'État, etc. Et regardez comment on entend toujours parler d'un besoin d'État. Alors, pour un libéral, il y a de quoi soupçonner. Hein. Un besoin d'État. Les masses populaires sont en train de périr d'un manque d'État. Voilà, ce que vous lisez à peu près partout. Donc voilà, ça s'est passé de cette manière-là. Donc là aussi, il faut contextualiser sur le plan idéologico-culturel pour comprendre ce qui a pu se passer dans le cas français sur la relation. Pour comprendre ce qui s'est passé entre les socialistes et les communistes. On n'oubliera pas malgré tout hein, qu'il y a eu tout de même la ruse mitterrandienne. C'est que au fond, le véritable parti communiste, pendant un certain temps, c'était le PS. D'une certaine manière. Hein. Le stalinisme en moins, et encore, c'est ça. Donc, les communistes ne se sont amoindris que dans la mesure où le PS s'est davantage marxisé, encore actuellement, dans les solutions économiques qui sont préconisées. Bien, écoute, je vais te demander, on peut s'arrêter là. On a passé l'heure. Je dirais simplement au dernier, celui qui a posé la dernière question, moi je suggère qu'il a posé à Philippe Nemo. Philippe Nemo a une explication qui vous incite à rechercher la réponse tout simplement dans les spécificités de l'éducation nationale, de l'enseignement en France. Je ne sais pas si vous avez vu la semaine dernière, il y a eu un documentaire, je crois que c'est sur la 3, ou je crois que c'est sur la 3e chaîne, sur l'école, sur la liaison entre 1871 et 1914. Comment l'école républicaine a préparé la boucherie de 1914. Comment elle a conduit nos grands-pères à accepter, à rentrer dans cette mécanique sans dire un mot, en y allant avec enthousiasme. Parce que l'école les avait totalement endoctrinés à la nouvelle vision républicaine du patriotisme, etc. Et ce documentaire est terrifiant. Eh bien, je crois qu'en matière de socialisme, de marxisme, etc., reprenez les explications de Philippe Nemo sur l'histoire de l'éducation, de l'enseignement en France depuis disons, le début du siècle. Je crois que c'est tout à fait très éclairant.
Bien. Et comme le philosophe que je suis fait également de business, n'oubliez pas la meilleure lecture sur les plages cet été. Voilà. Merci.